Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment mettre en place un système de réorganisation de contenu en JavaScript. Alors le principe de cette vidéo, ça va être de mettre en place un système de réorganisation en mosaïque comme on a ici. Donc lorsque l'on va sélectionner un élément, on va pouvoir le déplacer dans la grille et automatiquement réorganiser nos différents contenus. Alors pour cette vidéo, j'ai plusieurs contraintes. Contrainte numéro 1, je veux que le tout soit animé. Donc je veux que lorsque je déplace un élément, on ait un retour visuel sur l'endroit où l'élément va se déplacer et que toute la grille se réorganise en fonction. Contrainte numéro 2, je veux que ça fonctionne correctement sur les mobiles, c'est-à-dire que ça doit fonctionner avec quelque chose qui touch, et en plus de cela, on ne doit pas avoir des performances qui sont dégueulasses. Et enfin, dernière contrainte, lorsque on a une fenêtre qui est trop petite, il faut pouvoir scroller. Lorsque l'on va déplacer un élément vers le bas ou vers le haut, automatiquement ça va scroller. Voilà, donc toutes ces contraintes font que, en cherchant un petit peu à droite à gauche, je n'ai rien trouvé de concluant. Soit on tombe sur des librairies qui sont volumineuses, comme jQuery UI, qui a une organisation, mais qui en plus n'a pas les animations, enfin c'est un bordel. Soit on tombe sur des librairies qui répondent partiellement aux différentes problématiques. Du coup, la solution la plus simple, c'est de se développer soi-même sa propre solution. Donc pour ce tutoriel, j'ai créé une page HTML standard qui pour le moment ne contient pas grand chose. On a un CSS personnalisé et ensuite on va positionner notre contenu à cet endroit-là. Alors pour le code HTML, on va essayer de faire quelque chose qui soit le plus simple possible. Donc on va d'abord créer une div qui va englober nos différents éléments. Donc on va créer cette div-là et à l'intérieur on va avoir nos différents éléments. Donc j'ai choisi ici d'utiliser un framework particulier, donc je vais mettre quelques classes de base. À l'intérieur de cette div-là, on va y mettre nos éléments. Donc nos éléments, ça va être simplement des divs, sauf qu'on va leur mettre quelques attributs particuliers. On va leur mettre un premier attribut qui sera l'attribut data position, qui permettra de connaître la position de l'élément. Ce chiffre commence à 0. Et ensuite, on mettra un autre attribut, data-id. Donc cet attribut permettra, lorsque l'on aura fini la réorganisation, d'envoyer les informations au serveur en faisant correspondre l'id et sa position. Donc là, on va mettre 1, 2, 3 et ainsi de suite. On ne va pas forcément récupérer des infos côté serveur. Au niveau de ces divs-là, je vais leur mettre une classe particulière. Donc là, ça sera la classe card, tout simplement par rapport au framework que j'utilise. Et à l'intérieur, on va y insérer un petit peu de contenu. Donc au niveau de cet élément-là, on n'a pas forcément de contraintes particulières. On peut mettre le contenu que l'on souhaite. Donc là, je prends directement du contenu qui vient d'une autre page. Donc si je réactualise ma page, hop, je vois que j'ai ma petite carte. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite contrainte, c'est qu'au niveau de ma div ici, je vais lui donner le sélecteur pour sélectionner les sous-éléments. Donc on va créer un attribut data-sortable qui contiendra le sélecteur. Donc par exemple, on lui dira que dans cet élément-là, les éléments que l'on souhaite réorganiser, ce sont tous les éléments qui ont la classe card. Voilà, et enfin, je vais mettre un ID sur cet élément pour pouvoir le cibler plus facilement. Donc c'est la seule contrainte que j'ai au niveau du code HTML. C'est les seuls attributs dont on va avoir besoin. Alors, histoire de simplifier un petit peu les choses et on a envie de tester sur des contenus un petit peu plus réels, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un code HTML un petit peu plus poussé. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de particulier, c'est juste que j'ai créé des tonnes et des tonnes de divs, histoire d'avoir un contenu pour tester. Voilà, donc ça nous donne un contenu qui ressemble à ça. Alors, on a quand même quelques contraintes au niveau du contenu HTML. La contrainte numéro 1, il faut que l'élément qui englobe nos différentes cartes soit en position relative. Ça va être important parce qu'on va utiliser des positions absolues. Autre chose importante, il faut que toutes les cartes aient la même dimension, et la même largeur et la même hauteur. Cette largeur peut être un pourcentage, mais par contre, il faut que ça soit identique pour tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'on va tricher un petit peu lors du calcul du système et on va utiliser une grille. Donc si les éléments ont des tailles qui ne sont pas constantes, ça va poser problème. Et enfin, il ne faut pas qu'ils aient des marges, parce que vu qu'on va utiliser des positions absolutes, si on a des marges, ça va être un petit peu compliqué. Alors ceci étant dit, vous pouvez tricher un petit peu. Par exemple, si vous vouliez avoir des espaces entre les éléments, il vous suffirait de prendre le parent et de mettre un padding. Par exemple, on pourrait mettre ici un padding de 10 pixels. Et ensuite, on retirerait les bordures, par exemple, et le box shadow. Donc là, c'est propre évidemment à mon code. Et après, ce que l'on ferait, c'est que dans le contenu, dans ce cas-là, on mettrait une bordure noire par exemple. On va mettre importante histoire qu'elle soit partout. Et là, on aurait cette impression que les éléments sont espacés. Alors qu'en fait, si on inspecte notre élément, chaque carte est bien collée. Voilà, donc ça c'est important. Il faut que le parent soit relatif et que les éléments soient collés les uns les autres. C'est les deux seules contraintes que l'on a.
Donc maintenant, on peut commencer à écrire notre partie JavaScript. Donc avant de l'écrire, il faut réfléchir à comment on veut utiliser notre JavaScript. Donc au niveau de mon index.html, tout en bas, je vais charger mon fichier JavaScript. Donc on est parti, je fais un coup de script et je mets src égale sorter, alors js/sorter.js. Donc ça sera le nom de mon JavaScript. Ensuite, je vais réouvrir une balise script et j'imagine pouvoir utiliser mon code en faisant ça. Sortable égale new sortable, on va créer une sorte de classe et entre parenthèses, ça prendra l'élément que je souhaite rendre réorganisable. Donc mon élément, c'était l'élément qui avait l'id sort1 ou sort1, je ne sais pas pourquoi je parle anglais. Et donc là, on lui passerait l'élément directement en faisant document.querySelector et on sélectionnerait l'élément qui aurait l'id sort1. Voilà, où on pourrait faire un getElementById, ça reviendrait au même. Si j'essaie d'exécuter ce code et que j'inspecte, forcément je vais tomber sur une petite erreur. On va me dire que sortable n'est pas défini et du coup je vais devoir écrire mon code. Donc je vais commencer par créer le fichier sorter.js. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler sorter.js. Et à l'intérieur, on va créer notre classe sortable. Donc pour que ça soit instanciable, il faut que je la crée en utilisant une fonction. Donc on va faire var sortable égale function. Cette fonction prendra un paramètre. Ce paramètre sera l'élément que je souhaite rendre réorganisable. Donc là, on va l'appeler element. Donc maintenant, si je réactualise ma page, je vois que je n'ai plus d'erreur. Donc il va falloir faire le comportement de notre fonction. Donc on va commencer à initialiser certaines variables qui vont nous être utiles. Donc on va commencer à créer une variable d'instance que l'on va appeler element, qui sauvegardera l'élément que l'on souhaite rendre réorganisable. On va aussi créer une variable qui va permettre de sauvegarder les items, c'est-à-dire les éléments qui vont être, eux, réorganisés. Donc là, comment on les récupère? On récupère l'élément en faisant this.element. Ensuite, on fait un query selector, all, parce que l'on veut sélectionner plusieurs éléments. Et là, on a besoin de récupérer l'attribut que l'on avait mis. L'attribut que l'on avait mis, c'était l'attribut, si je remonte tout en haut, data-sortable. Donc pour récupérer ça, on peut faire un this.element pour récupérer l'élément, .getAttribute et récupérer l'attribut data-sortable. Donc ça, c'est une première solution. Donc si on veut tester un petit peu notre code, ce que l'on peut aussi faire, c'est utiliser la console. Si je récupère l'élément qui a l'id sort1, donc hop, on récupère ça. On va le stocker dans une variable que l'on va appeler e. Si je veux cet attribut, je peux aussi faire e.dataset, ça récupère tous les attributs de type data, et ensuite .sortable. Et hop, ça me donne la même valeur. Moi, je vais préférer cette solution-là parce qu'elle est un petit peu plus courte. Donc là, hop, je reviens au niveau de mon JS et je vais récupérer sortable. Donc this element.dataset.sortable. Voilà, donc ça sera remplacé automatiquement par .card. Et pour le moment, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, je vais avoir besoin de positionner mes éléments. Alors l'idée de mon script, c'est de positionner tous les éléments en absolute pour pouvoir les déplacer plus simplement. Parce que là, on a des éléments qui sont soit en float left, soit en display flex, et c'est un véritable enfer à manipuler. Parce que dès qu'on va bouger un élément, ça va reconstruire toute la structure. Donc histoire de nous simplifier la vie, on va prendre tous nos éléments et on va les mettre en position absolue. Donc là, on va avoir besoin de parcourir tous ces items-là. Donc là, on se retrouve avec une collection. Malheureusement, il n'y a pas véritablement de moyen simple d'itérer dessus. Donc, on va devoir faire une bonne vieille boucle for. Donc, on fait for var I égale 0. I est inférieur à this.items.length. Et ensuite, I++. Et on récupère l'item en faisant var item égale this.items de i. Et après, on va faire un petit coup de console log, histoire de vérifier que l'on obtient bien ce que l'on attend. Voilà. Donc si je regarde, au niveau de ma console, je récupère bien l'ensemble de mes éléments. Donc sur chacun de ces éléments, je vais devoir leur mettre une position absolue. Donc pour cela, on va éditer le style en faisant item.style.position égale absolute. Si je fais ça et que je réactualise ma page, tous mes éléments vont être superposés. Il va falloir donc que je les replace correctement dans la grille.
Donc pour placer correctement les éléments, il va me falloir une donnée importante, c'est la taille d'un élément. Et combien on a de colonnes d'éléments. Donc là, juste avant, on va récupérer le premier élément. Donc on va faire un coup de vis.items 0. Et sur cet élément-là, on va récupérer sa largeur en faisant offset width. Et ça, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler vis.item_width. Et de la même façon, je vais sauvegarder une autre variable qui va s'appeler item8, qui me permettra de connaître la taille en hauteur d'un élément. Sauf que là, on fera un offset 8. Et maintenant, il me faut le nombre d'éléments que l'on rentre sur chacune des colonnes. Donc là, je suis un petit peu embêté. Donc comment je fais ça? Je récupère la largeur de l'élément parent. Donc c'est visElement. J'ai la largeur des éléments individuellement. Donc je peux connaître le nombre d'éléments que l'on a par colonne. Donc ça, on va le sauvegarder dans une variable que l'on va appeler cols. Il nous suffit de faire la division de la taille de l'élément, donc du parent, c'est vis.element.offsetWidth divisé par vis.item_width. Donc si j'obtiens par exemple 3,4, ça veut dire que je rentre 3 éléments et la moitié d'un autre. Donc ce que je dois récupérer, c'est seulement 3. Donc là, on va faire un arrondi à la virgule inférieure. Donc on fait mat.floor de tout ce résultat-là. Alors si vous voulez inspecter un petit peu ces valeurs, vous avez deux solutions. Vu que j'ai créé une variable sortable, je peux les inspecter en faisant sortable directement. Par exemple, je peux faire sortable.cols et ça va me donner le nombre de colonnes. Ou ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes plus à l'aise avec les points d'arrêt, c'est trouver votre JavaScript et mettre des points d'arrêt. Lorsque vous actualisez la page, automatiquement ça va s'arrêter à cet endroit-là. L'avantage ici, c'est que vous n'avez pas à faire des console log à tout bout de champ et vous pouvez directement voir les variables locales. Et vous pouvez aussi voir les variables qui sont dans vis. Ça vous permet d'avoir un debug qui est beaucoup plus rapide à faire. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Donc on a maintenant le nombre de colonnes et on a la largeur et la hauteur de chaque objet. Donc on va pouvoir placer nos éléments dans une grille. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer leur position. Donc on va créer une variable position et ça sera item.dataset.position. C'est ce que l'on a vu. On avait créé un attribut pour connaître la position de nos éléments. Donc à partir de cette position, il me faut connaître la position en X et en Y de chacun de mes éléments. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Si j'ai un élément qui est en position 0, il va être en 0. S'il est en 1, il va être à une fois la largeur de l'élément, et en 2, il sera à 2 fois la largeur. S'il est en position 3, il se trouvera ici, il sera 0. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si on réfléchit, en fait, la position en X, c'est le reste de la division de la position par 3, par le nombre de colonnes. Donc ici, on est parti, var x égale vis.item_width multiplié par le reste de la division. Donc pour avoir le reste d'une division, on fait position modulo vis.cols. Voilà, donc ça va nous donner alternativement 0, 1, 2, 0, 1, 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on le multiplie par item_width. Pour avoir la position en Y, c'est un petit peu plus simple. On prend la hauteur d'un élément, et cette hauteur, on va la multiplier par la position de la colonne. Donc un élément en position 3 sera à la première ligne. Ainsi, un élément à la position 6 à la deuxième, et ainsi de suite. Donc là, encore une fois, il faut faire une petite division et faire un mat.floor, histoire d'avoir le résultat de la division de la position par le nombre de colonnes. Voilà, donc maintenant qu'on a ces valeurs-là, on va pouvoir positionner notre élément correctement. Donc là, mon élément, je vais rajouter dans le style une position. Alors ça va être plutôt un top, et on va lui mettre un top à 0 pixel et un left à 0 pixel, histoire que l'on voit bien notre positionnement se faire. Voilà, comme ça, tous nos éléments sont bien placés. On a maintenant les positions en X et en Y, et on va pouvoir les placer correctement. Alors, une première idée, lorsque l'on positionne les éléments, c'est de se dire on va utiliser les positions en absolute, et on va modifier la valeur de top ou de left. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conseillé. Si vous vous rendez sur CSS Triggers et que vous cherchez, par exemple, top, vous voyez qu'on a des petits points de couleur. Donc les petits points de couleur représentent en fait le coût que l'on a au niveau de la modification d'une valeur. Lorsque un élément est déplacé ou lorsque le DOM est modifié, vous avez différentes choses qui vont être faites par le navigateur. Le navigateur va recalculer la structure de notre page, il va ensuite dessiner les éléments et faire un composite. Donc lorsque l'on modifie la position de top, il fait ces trois choses-là. Du coup, ça consomme beaucoup de mémoire et ça rend
les animations un petit peu saccadées sur mobile. Si on regarde les transforms, par exemple un translate, alors juste un transform, l'avantage du transform c'est qu'il ne touche ni le layout ni le paint et on se retrouve seulement avec un composite à faire. Donc au niveau des performances c'est optimal. Donc pour déplacer nos éléments sur notre grille, on ne va pas utiliser les positions top et left, mais on va tout simplement modifier la position de l'élément en utilisant un transform. Donc pour cela, on va faire item.style.transform et on va appliquer une transformation qui est un translate. Donc on fait un translate 3D, on bouge la position en X, donc là on va avoir besoin de récupérer X et on va mettre pixel virgule, on bouge la position en Y, donc Y pixel, et enfin la position en Z, elle ne bouge pas et reste à 0. Voilà, donc on applique à chacun de nos éléments cette petite transformation. Si maintenant je réactualise, je vois bien que nos éléments sont placés correctement. Par contre, il y a un petit détail qui est gênant, c'est qu'on est censé avoir 3 éléments par ligne. Alors, à quoi est dû ce petit problème? Alors, ce problème est tout simplement dû au fait qu'il y a un arrondi qui est fait. Alors, si vous essayez de redimensionner votre fenêtre, vous allez voir que ça ne se présente pas forcément tout le temps. Il y a certains moments où on l'a et d'autres moments où on ne l'a pas. Donc si j'inspecte mes éléments ici, hop, je vois qu'ils ont une largeur de 269,625. Et lorsque je demande à mon système, donc à Sortable, de récupérer l'item underscore width, ça me donne un arrondi. Donc lorsque l'on fait un offset width, ça nous donne malheureusement un arrondi. Nous, on voudrait la valeur exacte, et cette valeur exacte, on l'arrondirait à la virgule inférieure. Donc si je fais, alors ça va pas être, ça sera sortable.items et que je récupère l'item 0, je peux récupérer le bounding rect. Donc ça, hop là, j'ai oublié le client. Donc ça nous donne en fait un rectangle qui représente la place que prend l'élément. Et l'avantage, c'est qu'à l'intérieur de ces éléments-là, j'ai des valeurs exactes, et notamment la largeur. Et ce que je pourrais faire, c'est du coup faire un floor pour pouvoir arrondir à la virgule inférieure. Voilà, donc c'est un problème qui ne se présente que si vous mettez des valeurs en pourcentage. Ça donne des valeurs à virgule, et c'est toujours le problématique. Donc là, on va créer une variable que l'on va appeler rect. Donc on va mettre les variables tout en haut pour pouvoir les différencier. Et ensuite, à cet endroit-là, on fera un rect égale vis.item0.getBounding client rect. Voilà, ça nous donne le rectangle. Et ici, on fera un mat.floor de rect.width. On pourrait faire la même chose pour la hauteur, mais dans notre cas, la hauteur a été fixée manuellement, donc on ne peut pas tomber sur des valeurs comme ça à virgule. Donc maintenant que j'ai corrigé ce problème-là, je vois que mes éléments se placent correctement, et ils se placent correctement quoi qu'il arrive. En revanche, lorsque je redimensionne, ça fout le bordel, c'est normal parce que pour le moment, on n'a pas géré le positionnement en cas de redimensionnement. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça tout à la fin de cette vidéo. Voilà, donc nos éléments sont maintenant correctement placés. On a utilisé les transformations pour les placer, donc ils sont physiquement tous ici, et ensuite on les déplace. Une dernière chose qu'il va nous falloir faire, c'est modifier le container. Pourquoi? Parce que si jamais je me dis, je vais continuer à mettre du code après mon système, ce qui va se passer, c'est que mon code ne va pas être visible. Vous voyez qu'il apparaît ici. Parce que mon container ici contient des éléments en position absolue, et du coup, il n'a plus de hauteur. Et ça, c'est gênant. Donc pour remédier à ce problème-là, on va lui donner une hauteur. Hauteur que l'on peut calculer, vu que l'on a le nombre de colonnes et la largeur des éléments. Donc juste après ici, on fait un coup de vis.element.height et on lui donne la hauteur d'un élément, item underscore height, et on a besoin de connaître le nombre de lignes. Donc le nombre de lignes, on fait un arrondi à la virgule supérieure de vis.items.length, donc du nombre d'éléments, divisé par le nombre de colonnes. Par exemple, si on a 6 éléments et 3 colonnes, ça fera 2 lignes. Voilà. Et ici, je n'oublie pas style. Et enfin, il faut préciser lorsque vous modifiez la valeur de height que la valeur est en pixels. Donc on va rajouter plus pixels. Et tout ça, on va l'entourer d'une parenthèse, quoique c'est déjà fait. Ok. Voilà, donc si maintenant je réactualise, je vois que notre div a une hauteur de 777 pixels. Et si je regarde ma page, ça permet d'avoir le contenu qui n'est pas cassé. Impeccable. On va maintenant pouvoir passer au déplacement.
Donc pour gérer le déplacement, on va vouloir faire des drag and drop et tout ça. Donc là, ça serait beaucoup trop compliqué à développer à la main parce qu'on va devoir en plus gérer le tactile et des choses comme ça. Mais j'ai trouvé une librairie qui permet de gérer le drag and drop très simplement. Et cette librairie s'appelle Interact.js. Alors c'est une librairie un petit peu spéciale parce que elle ne gère absolument pas le déplacement. C'est-à-dire que si vous l'utilisez par défaut, lorsque vous allez déplacer un élément, elle ne fait rien. Si vous regardez le code qui est fourni en démonstration, mais qu'est-ce qu'il fait lorsque vous déplacez un élément? Il applique un translate. Il fait cette transformation manuellement. Du coup, l'avantage, c'est que la librairie vous laisse complètement gérer la manière que vous avez de déplacer vos éléments. Donc, que vous choisissiez d'utiliser un top left ou un translate. D'ailleurs, je n'en ai pas forcément parlé, mais on le voit ici. Il faut penser à gérer les différents navigateurs. Donc là, pour moi, je me soucie que des navigateurs modernes où Transform fonctionne correctement. Si vous souhaitez travailler avec des navigateurs qui utilisent les versions préfixées, il faudra à chaque fois mettre la même chose, mais avec WebKit Transform. Voilà. C'est juste que c'est très contraignant et je veux garder le code le plus simple possible. Si ensuite vous souhaitez rendre le code adapté à plus de périphériques, libre à vous de le faire. Voilà. Donc pour utiliser cette librairie, on va la télécharger. Donc on va prendre la version minifiée. Elle fait 18 mégas, 18 kg, donc ça va. Et on va la créer dans le dossier JS. On va l'appeler interact.js et à l'intérieur, on va mettre notre code. Cette librairie, on va la charger avant notre script. Donc ici, on va l'appeler interact. Et on est prêt à l'utiliser. Si jamais vous utilisez Browserify par exemple, sachez que c'est disponible sur NPM. Il vous faudra taper interact.js. Attention, il y en a plein qui s'appellent interact machin. C'est pas interact-js, j'insiste véritablement sur ce point, c'est interact.js. Voilà. Des gens qui ont choisi de mettre 2 fois le même nom et du coup c'est problématique. Et après, vous pouvez la charger en faisant un require de interact.js. Nous, on reste sur du basique et je veux que ce tutoriel soit suivable par le plus grand nombre. Donc maintenant que cette librairie est chargée, on va pouvoir l'utiliser. Donc on va l'utiliser à cet endroit-là. Donc elle utilise une fonction qui s'appelle interact. Interact, et on lui passe en paramètre la classe ou un élément en particulier. Donc nous, on va plutôt utiliser une classe, ça va être plus simple. Donc nous, la classe, c'est .card. Mais on peut récupérer cette classe en récupérant cet attribut-là. Donc on va plutôt le faire ici. Donc on dit, je veux interagir sur tous les éléments qui ont la classe card, mais je ne veux pas tous les éléments de la page, mais seulement les éléments qui sont dans cet élément-là. Donc on peut proposer des options supplémentaires à Interact, et une option intéressante, c'est Context. Context prendra en paramètre un élément, this.element. Du coup, ça ne sélectionnera que les éléments qui sont dans cet élément-là. Ça évite de se retrouver avec tous les éléments qui sont disponibles en drag and drop. Et ces éléments-là, je vais les rendre dragables en faisant .dragable. Bon, dragable prend plein de paramètres qui sont disponibles sur la documentation. On a inertia qui permet, lorsque l'on balance un élément, alors je ne sais pas si c'est visible sur la documentation, je crois que oui, hop, vous voyez qu'il y a une sorte d'inertie qui se lance. Alors moi je ne veux pas ça, donc je vais mettre une inertie à false. Ensuite, on a manual start. On en parlera un petit peu plus tard, mais ça vous permet de choisir si vous voulez que le drag commence à partir d'un moment ou pas. Donc là, pour l'instant, on va mettre false. Et on va créer un listener sur onMove. C'est un listener qui va être lancé à chaque fois que l'on déplace un élément. Donc ça va prendre en paramètre une fonction et à l'intérieur, on va avoir notre code. Donc cette fonction prend en paramètre l'événement, donc on va juste l'appeler E. Et on va mettre pour le moment un console.log de E. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à faire pour rendre mes éléments dragables. Donc si je me rends sur ma page, je sors ma console, hop, je vais essayer de bien m'organiser. Lorsque je déplace un élément, vous voyez, automatiquement, on obtient cet événement qui est lancé. Par contre, notre élément ne bouge pas. C'est à nous-mêmes de créer ce déplacement. Alors, histoire d'éviter de se retrouver avec du code imbriqué à tire-larigot, ce que je vais créer, c'est que je vais créer une nouvelle méthode qui me permet de gérer le déplacement. Et cette méthode prendra en paramètre l'événement. Donc, hop, je la crée en dessous. Donc, je fais sortable, c'est le nom de ma fonction. Point prototype, et je vais rajouter dans son prototype une méthode move. Cette méthode prendra en paramètre l'événement. Et ensuite, elle fera tout son globi-boulga. Pour pouvoir appeler cette méthode-là, je pourrais être tenté de faire ici un this.move et de lui passer un paramètre, l'événement.
Si je fais ça, je vais avoir un problème parce que this fera référence à cette fonction-là. Donc ce que je vais faire tout en haut, je vais créer une variable self qui est égale à this. Donc c'est quelque chose que l'on est habitué à faire normalement. Et ici, on fait self.move. Comme ça, ça fait bien référence à notre classe et non pas à l'élément dans cette fonction-là. Donc si je regarde un petit peu les événements, j'ai plusieurs attributs qui sont importants. J'ai client X et client X0. Client X nous donne la position de la souris au temps t et client X0 nous donne la position de la souris lorsque l'on a commencé à déplacer notre élément. Donc l'avantage, c'est qu'en faisant la soustraction des deux, on va pouvoir obtenir facilement la quantité de déplacement que l'on a fait en X et en Y. Donc on est parti, je vais créer une première variable X qui contiendra la nouvelle position où je dois déplacer mon élément. Donc j'ai besoin de connaître la position de mon élément à l'état initial. Donc ça c'est une interrogation, je ne sais pas encore le faire. Et je lui rajoute le déplacement. Le déplacement c'est client X moins e.client X0. Le problème, c'est que j'ai besoin de connaître la position de l'élément à l'instant t. Je ne peux pas le faire facilement parce que vu que j'ai utilisé les transformations, ça m'obligerait à récupérer la transformation, le parser et tout, ça serait un véritable enfer. En revanche, pour connaître la position d'un élément, on peut réutiliser ce que l'on a fait ici. C'est-à-dire qu'à partir de la position, je peux obtenir la position en X et en Y. Le problème, c'est que mon code ici n'a pas été écrit dans l'optique d'être réutilisable, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc on va créer une nouvelle méthode, donc sortable.prototype. Hop là. Et dans le prototype, je vais créer une méthode qui va s'appeler getXY, qui permet de retourner la position en X et en Y d'un élément par rapport à sa position. Et à cet endroit-là, hop, je récupère ce morceau de code-là, que je vais mettre ici. Donc ici, this fait bien référence à sortable, donc ça ne pose absolument aucun problème. Et à la fin, je retourne un objet qui contiendra la position en X et la position en Y. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est du refactoring. J'extrais un petit peu certaines méthodes pour pouvoir les appeler plus simplement. Donc là, je vais créer une variable P qui contiendra la position. Donc ça sera this.getXY de la position. Voilà, donc P, ça sera la position en fait en X et en Y. Et lorsque je veux le X, je fais P.X. Et lorsque je veux le Y, je fais P.Y. Voilà, donc je regarde sur ma page, rien n'a changé, ça fonctionne correctement. Et l'avantage, c'est que si maintenant je veux récupérer la position de mon élément initialement, il me suffit de récupérer sa position et de le déplacer. Donc on est parti, je récupère sa position en faisant var position égale e.target. Target, ça sera l'élément sur lequel je suis en train de faire le déplacement. Point dataset, point position. Et ensuite, hop, j'utilise la méthode getXY. This.getXY, hop, de ce truc-là. Voilà, et cette variable, je vais l'appeler P, histoire d'être consistant au fur et à mesure de mon application. Donc maintenant, je peux avoir la position en X de mon élément. Donc ça sera la position initiale, plus le déplacement que j'ai fait. Et maintenant que j'ai ça, je peux déplacer mon élément. Donc je déplace mon élément en utilisant le système de transformation comme tout à l'heure. Donc là, ça sera e.target, c'est-à-dire l'élément sur lequel je suis actuellement, .style, .transform, et j'applique la transformation seulement en X. Pour l'instant, le Y, on ne va pas le toucher. Ouais, non, d'ailleurs, on va le toucher et on va faire la même chose. Donc ça sera Y, PY, client Y et client Y0. Vous voyez que c'est relativement simple. Donc si je réactualise ma page et que je déplace, je vois que mon élément se déplace correctement. Par contre, en Y, il ne se déplace pas correctement parce que je n'ai pas mis Y. Voilà, hop. Et maintenant, je peux déplacer mon élément. En revanche, on a une petite sorte de décalage. Alors ce décalage est dû au fait qu'au niveau de mon CSS, ici, j'ai mes éléments, card, qui ont un transition. Je vais le mettre histoire que ce soit vraiment évident. Par exemple, de 0,5 secondes. Si je fais ça, lorsque j'essaie de modifier la position de mon élément, dès que je change la valeur, le CSS essaie de faire une transition, ce qui est évidemment absolument pas une bonne chose. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est lorsque je déplace un élément, lui attribuer une classe particulière pour pouvoir dire au CSS, enlève les transitions, enlève des transitions et compagnie. Donc au niveau de mon élément, je ne vais pas mettre ça au niveau de mon move parce que ça c'est lancé en permanence, mais je peux avoir des événements au niveau du dragable.
Donc, on va créer un listener sur drag start. Lorsque l'on commence à déplacer un élément, on va lancer une fonction qui prendra en paramètre l'événement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'élément qui est ciblé, donc c'est e.target, et lui ajouter une classe en faisant classList.add, et on va lui ajouter la classe isDragged pour dire bon, ben, cet élément est dragué. De la même façon, je vais aussi écouter un autre événement qui est dragEnd, qui prendra en paramètre une fonction, qui prendra un événement, et à la fin de cette fonction, je prends ma classe list et je retire à l'élément la classe isDragged, histoire qu'il ne la conserve pas au fur et à mesure. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais styliser au niveau de mon CSS cet élément-là lorsqu'il est dragué. Donc lorsqu'il est dragué, isDragged, on va lui rajouter une transition à 0 secondes parce qu'on ne veut pas d'animation, et on peut aussi rajouter des choses sympas, comme par exemple mettre une opacité à 0.5, histoire que notre élément devienne transparent, et mettre un z-index de 9000 pour que notre élément passe au-dessus de tous les autres. Voilà. Donc si maintenant je refais un essai, hop, je vois que lorsque je déplace mon élément, je n'ai plus de délai, mon élément se déplace correctement et il a une opacité un petit peu faible. Donc maintenant qu'on a géré ce déplacement, on a besoin de savoir où est-ce que je suis en train de passer mon élément. C'est-à-dire que là, il faudrait que je dise, ah ben là tu es en train de déplacer l'élément et il est maintenant en position 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en position 5. Donc l'avantage c'est, donc là il y a plusieurs solutions. On pourrait se dire, ben, dès que tu touches à notre élément, ben, tu fais le calcul. Le problème c'est que c'est très compliqué à faire. Ce que l'on peut faire et qui est beaucoup plus simple, c'est tout simplement se baser sur le calcul de la grille. C'est-à-dire qu'à partir de la position en X et en Y, ben, je suis capable de connaître la position de mon élément au sein de la grille. Donc je vais créer une fonction pour faire ça. Donc on est parti, sortable.proto.get, ou guess plutôt, position, qui prendra en paramètre une fonction, enfin qui sera une fonction qui prendra deux paramètres, X et Y. Et à partir de ces paramètres X ou Y, ça doit deviner la position. Donc on va d'abord devoir connaître la position au niveau du nombre de colonnes et ensuite la position au niveau du nombre de lignes. Donc là par exemple, lorsque je déplace ici, c'est en troisième colonne, deuxième ligne. Donc je vais créer une variable col qui sera la position au niveau du nombre de colonnes, et ça va être l'arrondi inférieur de x divisé par this.item_width, la largeur d'un élément. Le nombre de... la position au niveau des lignes, c'est y divisé par la hauteur d'un élément, item_8. Donc une fois que j'ai la colonne et la ligne, ben c'est très simple. Pour connaître la position, je fais var position égale le nombre de colonnes plus le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes qu'il y a par ligne, this.cols. Maintenant, en revanche, il faut que je fasse attention parce que si je fais un coup de console.log de position, voilà, histoire de voir la valeur que prend ce truc au fur et à mesure, le guess position, ce calcul, je vais le faire en permanence lorsque l'on déplace un élément. Donc je vais le faire ici. Je vais faire un coup de this.guessPosition en fonction du x et du y que j'ai précalculé. Donc je sors mon inspecteur, je déplace mon élément et je vois que ça fonctionne correctement. Par contre, il y a des petits trucs qui ne vont pas. C'est que si je déplace trop sur le côté, ben, ça pose un problème parce que je lui demande de faire un calcul à cet endroit-là. Donc ici, je vais mettre if col est supérieur ou égal à cols. Ben, dans ce cas-là, col sera égal au nombre de colonnes. Donc c'est this.cols ici. Hop. Donc hop, je ressors mon inspecteur, j'essaie de déplacer en haut, donc j'obtiens bien la deuxième colonne. Et si je déplace à droite, j'obtiens toujours 3. Alors ça c'est pas bon, hop, c'est cols -1. Voilà, comme ça restera bloqué à 2. Donc ça c'est 0, 1, 2. Impeccable. Par contre, un autre détail, c'est que si je vais trop vers la gauche, je vais me retrouver avec des valeurs négatives, parce que mon élément se situe un petit peu à gauche. Donc la même façon, je vais mettre si le nombre de colonnes est inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, col sera égal à 0. Je vais devoir faire attention aussi à cette partie-là, la partie row. De la même façon, if row est inférieur à 0, ben dans ce cas-là, row sera égal à 0.
Et enfin, de la même façon, la position que je peux obtenir peut bugger parce que si je descends trop en bas, je vais tomber sur des valeurs qui n'ont pas de sens. Donc je vais lui dire, si la position est supérieure au nombre d'éléments, ben là il y a un petit souci. Donc on est parti, if position est supérieure ou égale au nombre d'éléments, donc c'est this.items.length, ça c'est pas possible, ben dans ce cas-là, je ferai un return de this.items.length-1. Et sinon, ben je return tout simplement la position. Donc maintenant, j'ai un système capable de retourner la position de mon élément. Donc ici, à cet endroit-là, ben, lorsque je déplace un élément, je peux essayer de deviner sa position. Donc j'ai besoin de connaître sa position actuelle. Donc on va l'appeler hold position. Donc var hold position. Ça sera la position actuelle. Donc e.target.dataset.position. Ensuite, je récupère la nouvelle position. Donc c'est new position. Et la nouvelle position, ben, je la calcule en faisant un vis.guess position en fonction de x et de y. Et après, ben, j'ai plus qu'à comparer et à dire si la position ancienne est différente de la nouvelle position, ben, dans ce cas-là, on va pouvoir faire une réorganisation. Donc moi, dans ce cas-là, je vais juste mettre un console.log de la position ancienne et de la nouvelle position. Voilà, juste histoire de voir si le système fonctionne correctement. Donc je sors ma console et je déplace mon élément. Et je vois que, hop, il essaie de déplacer l'élément en position 7, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il la positionne à la position 3, parce que hop, ce bord-là vient de toucher ça. Pareil, si je déplace vers le haut, hop, il essaie de bouger l'élément en position 1. Donc là, on a notre système qui fonctionne. Maintenant, il faut réorganiser un petit peu notre galerie. Donc pour réorganiser notre galerie, on va avoir besoin de faire des swaps, c'est-à-dire de dire, bon, ben, bouge cet élément de la position 4 à la position 1. Donc, histoire de ne pas avoir un code qui est trop bordélique, on va créer une nouvelle méthode que l'on va appeler swap. On va faire vis.swap. On prend l'ancienne position et la nouvelle position. Donc, on est parti. Sort table.prototype.swap. Et ça sera une fonction qui prendra l'ancienne position, donc c'est hold position, et la nouvelle, end position. Et là, vous allez voir qu'on va pas mal se marrer parce que ça va être un vrai bordel à calculer. Donc globalement, lorsque l'on déplace un élément, ici, il va falloir faire une petite manipulation. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont situés avant, on n'y touche pas. En revanche, tous les éléments qui sont situés après ben, vont devoir être déplacés. Donc cet élément-là va devoir être déplacé. Donc on va devoir reparcourir la liste de nos différents items. Donc on va récupérer cette boucle-là pour ne pas se prendre la tête. Voilà, et on va créer une nouvelle variable que l'on va l'appeler item qui sera égale à vis.items0, i. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre, donc, comme on l'a dit, tous les objets qui sont à la position où on veut le déplacer, donc la position 1 ou supérieure. Et tous les éléments, on va devoir les déplacer vers la droite. Donc on va devoir les incrémenter. On va devoir leur rajouter une position supplémentaire. Donc on va mettre, donc pour l'instant, on va mettre une condition très simple. On va mettre if la position de l'élément, donc c'est item.dataset.position, est supérieure ou égale à la nouvelle position, donc c'est end position. Mais dans ce cas-là, je dois déplacer mes éléments. Alors le problème, c'est que le code de déplacement, je ne l'ai pas. En revanche, ben, on l'avait un petit peu fait à cet endroit-là. Lorsque j'ai fait les translates, j'ai tout simplement déplacé nos éléments. Alors c'est ici. J'ai déplacé nos éléments à la position qui correspondait. Donc ce petit bout de code, on pourrait avoir besoin de répéter. Donc là, ben, je vais copier ce code-là et plutôt créer une méthode. Cette méthode, on va l'appeler vis.moveItem. Ça prendra en paramètre l'item à déplacer et sa position, que je peux récupérer directement en faisant item.dataset.position. Voilà, l'idée c'est de faire du refactoring au fur et à mesure. Je crée ensuite cette méthode tout en bas, donc on est parti, sortable.proto.moveItem, ça sera une fonction qui prendra en paramètre l'item à déplacer et sa nouvelle position. Ce que ça fera, c'est que ça récupérera la position en X et en Y, et ensuite, ça déplace notre élément. Maintenant, si je veux déplacer les éléments d'un cran, ben c'est très simple. Il me suffit de faire un coup de vis.moveItem, de prendre l'item en question, donc ici, moi, c'est item, c'est l'avantage, et de bouger sa position.
Donc sa position, hop, je vais la sauvegarder dans une variable qu'on va appeler position, que je vais copier ici. Et ensuite, je fais move item, position plus 1. Voilà, parce que je veux déplacer mes éléments vers la droite. L'avantage, c'est que par-dessus, on va avoir les transitions CSS qui vont interagir et du coup qui vont créer l'effet d'animation. Voilà, donc on voit bien que tous les éléments qui ont été après ont été déplacés. Bon, par contre, ça a été un véritable carnage parce qu'on n'a pas forcément mis de garde-fou. C'est-à-dire que la partie swap va s'exécuter en boucle, en boucle, en boucle. Parce que lorsque j'inverse les positions, il faut que je me souvienne que dans l'élément que j'ai dragué, la position a été fixée. Donc là, on va faire un coup de e.target.dataset et on va modifier la valeur de position. Et on va dire que la position, ça sera maintenant la nouvelle position. Voilà, ça évitera que notre élément continue à se déplacer. De la même façon, lorsque l'on fait un swap, on veut déplacer tous les éléments qui se situent après notre élément que l'on est en train de draguer, mais par contre, on ne veut pas modifier l'élément qui est dragué. Parce que lui, on est en train de le déplacer manuellement, donc on n'a pas envie d'avoir un déplacement à cet endroit-là. Donc sur chacun de nos objets, ici, je vais rajouter une condition en disant si l'item.classList, donc c'est la liste des classes, je ne veux pas qu'elle contienne isDragged. Voilà, si elle ne contient pas isDragged, ça veut dire que mes éléments ici peuvent être déplacés. Donc malgré cette petite modification, je vois que si je déplace un élément, ça continue un petit peu à merder. En faisant un position plus 1, j'obtiens un résultat qui est anormal. J'obtiens un résultat anormal parce que position, je fais un item.dataset.position. Et ça, lorsque l'on le fait, ça récupère une chaîne de caractères. Donc là, il croit que j'essaie de faire ça. Donc par exemple, 1 plus 1, ça va faire 11. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la position, là, on va avoir besoin de lui demander de l'obtenir en faisant un coup de parse int. Et le parse int, on le fait en base 10. Ce qui va nous donner, cette fois-ci, un entier. Et lorsque l'on fera une addition, ça ne lui posera aucun problème. Si maintenant j'essaie de déplacer, je vois que ça fonctionne correctement. En revanche, il ne faut pas bouger les éléments qui sont au-dessus de la position de départ. Donc là, on va mettre, et si la position est strictement inférieure à la position de départ, donc ça va être hold position. Donc d'ailleurs, là, je me dis que ce n'est pas forcément des noms de variables très malins, donc je vais renommer cette variable-là et l'appeler start position. Hop. Et celle-là, je vais aussi la renommer en faisant, en l'appelant end. En fait, je vais plutôt appeler ça start et end, c'est mieux. Bon, l'idée, c'est juste d'être capable de se comprendre. Hein. Donc start et end. Donc si la position est supérieure à la position finale et que la position est inférieure à la position de démarrage, dans ce cas-là, on déplace nos éléments correctement. Mais ça, c'est valable seulement si on a la position finale qui est inférieure à la position de démarrage. Donc on rajoute une condition et que la position finale, donc c'est end, est inférieure à la position de démarrage. Voilà. Donc si maintenant je refais un petit essai, hop, je déplace mon élément et je vois que ça fonctionne correctement. Donc en revanche, si je déplace de ce point-là à ce point-là, il faut que tous les éléments qui sont supérieurs à la position de départ ou inférieurs ou égales à la position d'arrivée soient décalés d'un cran vers la gauche. Donc on va rajouter un else if. Donc si la position est inférieure ou égale à la position finale et que la position est supérieure à la position de démarrage et que le départ soit inférieur à l'arrivée, dans ce cas-là, on déplace notre élément en faisant un item et on le déplace en faisant position -1. Et position, on n'aura pas de problème parce que c'est bien été converti en un entier. Voilà, donc si maintenant je réactualise, si je fais un déplacement de là vers là, je vois que ça fonctionne correctement. Et si je fais l'inverse, que je fais un déplacement vers le bas, donc c'est dès que le coin en haut à gauche touche, hop, on voit que ça inverse. Voilà, alors par contre, hop, je vais mettre tout ça dans le même sens parce que sinon on va aussi mélanger les pinceaux. En revanche, quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est que c'est dès que le coin touche que l'on fait ce déplacement, ce qui est loin d'être idéal. Et l'autre problème, c'est que, vous voyez que dès que je déplace mon élément, hop, il se met à avoir une position un petit peu bizarre. Alors si je reviens au niveau de la partie Move, alors c'était ici,
Lorsque je récupère l'élément, je vois que je calcule sa position en x et y par rapport à la valeur de position. Le problème, c'est que cette valeur change lorsque je fais un swap, ce qui est loin d'être idéal. Du coup, j'aurais besoin de connaître la position de l'élément au démarrage, lorsque je commence à draguer. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque l'on a un drag start, je vais créer une variable, donc self, que je vais appeler start position. Et cette valeur-là, ça sera e.target.dataset.position. Voilà, donc ça c'est la position de démarrage. Et maintenant, lorsque je déplace mon élément, je ne fais pas le calcul par rapport à sa position qui je trouve dans le dataset, mais par rapport bel et bien à la position qu'il avait au tout début. Donc en faisant un this.startPosition. Voilà, ça m'évite d'avoir ce petit problème. Si maintenant je déplace mon élément, hop, vous voyez que peu importe où je le déplace, il n'y a pas de souci. Un autre problème que j'ai, c'est que je vois qu'au premier déplacement ça fonctionne, mais après ça commence à faire n'importe quoi. Vous voyez que la grille bouge un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les éléments ne conservent pas la nouvelle position qu'ils obtiennent lorsqu'on a un swap qui est fait. Donc lorsque l'on a un swap qui est fait, on fait un move item, et le move item déplace l'élément. Et ce que l'on va faire, c'est que dans le move item, on va aussi persister les informations en faisant item.dataset.position égale position. Voilà, on va modifier la position de l'élément. Donc maintenant, hop, si je reteste, je vois que si je déplace un élément, voilà, le système de grille fonctionne maintenant correctement. On voit que tous nos éléments sont redimensionnés. Un petit truc qui me dérange, c'est que lorsque je déplace mon élément, c'est vraiment le coin en haut à gauche qui entre en jeu. Et ça, c'est pas idéal. Donc pour remédier à ce problème-là, j'aimerais bien en fait calculer la position vraiment de mon curseur par rapport en relatif en fait par rapport à mon élément. Donc pour avoir ça, ça va être lorsque je débute. Lorsque je fais un drag start, je vais calculer la position. Donc cette variable, on va l'appeler offset. Ouais, ça me semble pas mal. Donc pour l'obtenir, je vais avoir deux positions, une position en X et une position en Y. Donc je vais avoir besoin de la position du curseur, donc c'est e.clientX. Et à cette position du curseur, je vais retirer la position de mon élément. Donc pour cela, je fais e.target.getBoundingRect. Est-ce que j'ai pas le bounding rect un petit peu avant? Je l'ai ici. Non, je l'ai pas. Donc je vais devoir le calculer. Donc on va recréer une variable rect ici. On va l'appeler R égale e.target.getBounding. Alors je fais ça pour éviter de devoir le calculer deux fois. Une fois que j'ai cette valeur-là, j'ai juste à faire r.left. Et ici, je fais e.clientY moins r.top. Voilà, et je n'oublie pas de mettre une virgule ici et une virgule ici. Donc je réactualise ma page, je ressors ma petite console développeur, et ce que je vais faire, c'est que je vais directement récupérer l'offset. Alors pour récupérer l'offset, je vais aller dans la partie source, dans la partie JS, je vais prendre mon sorteur, et là où je calcule l'offset, je vais mettre un point d'arrêt. Donc on va le mettre ici. Donc je commence à déplacer mon élément, mon script s'arrête, j'avance d'un cran, hop, et là je vais pouvoir avoir du coup mon offset qui se trouve voilà à cet endroit-là. Donc dans self, je vois que j'ai offset et j'ai 88 et 67. Ça me donne en fait la position du curseur. Donc l'avantage, c'est que lorsque je fais un guess position pour connaître la position de mon élément, je vais rajouter l'offset en faisant x plus offset.x et pareil pour le y plus this.offset.y. Ce qui va me permettre de deviner la position non pas du coin supérieur, mais véritablement du curseur de la souris. C'est plus logique en termes d'ergonomie, que ce soit le centre du curseur qui détermine la position de notre élément. Donc lorsque je finis de déplacer, je vois que mon élément reste figé un petit peu en l'air, ce qui n'est pas idéal. Donc dans le drag end, je vais demander à l'élément d'être positionné correctement. Donc pour cela, je peux utiliser la fonction moveItem que j'ai déjà créée. Donc ça sera self.moveItem. Je prends l'item en question, c'est e.target, donc l'élément qui était dragué. Et sa position, je la récupère en étudiant son dataset. e.target.dataset.position. Si maintenant, hop, je fais un coup d'inspect, je ressors ma console et hop. Alors, je vais enlever le breakpoint parce que ça va vite être chiant. Mais lorsque je déplace mon élément et que je lâche, je vois que ça fonctionne correctement. Voilà, donc là, on a notre base qui est fonctionnelle. Mais il nous reste quelques petits trucs à voir. Premier truc à voir, c'est l'autoscroll.
Donc pour gérer l'autoscroll, on a l'avantage d'utiliser InteractJS qui le gère. Donc on peut faire autoscroll, qui prendra en paramètre un objet, et dans cet objet, on va mettre des choses. Donc on pourrait juste mettre autoscroll à true, mais je préfère vous montrer comment vous pouvez avoir des paramètres supplémentaires. On a un premier paramètre qui est le paramètre container, qui précise qu'est-ce qui doit être scrollé. Donc nous, actuellement, c'est document.body. On a un second paramètre qui est les marges, c'est-à-dire à partir de quand, sur les côtés, on va commencer à se déplacer. Donc là, on va mettre des marges de 150 pixels, c'est assez large. Et enfin, on a speed, qui détermine la vitesse de défilement. Voilà, donc ce sont 3 propriétés qui sont importantes. Si maintenant je fais ça et que je scrolle, je vois que ça se déplace. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que mon élément, lui, vous voyez, il reste bloqué. En fait, lorsque l'on calcule sa position en X et en Y, on a besoin de rajouter en Y la valeur de scroll qui a été effectuée. Donc si j'ai scrollé de 10, il faudrait que lorsque je calcule la valeur de Y de mon élément, lors du déplacement, je rajoute 10 aussi. L'autre chose aussi, c'est que parfois, on peut avoir d'autres éléments qui doivent être scrollables, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément le document.body. Donc je vais créer une variable qui contiendra l'élément qui est scrollable. Donc cette variable, on va la passer en paramètre. Donc ici, ça sera scrollable. Et on va dire que si cette variable est nulle, donc if scrollable égale nul, mais dans ce cas-là, on va faire scrollable égale document.body. Et ensuite, je vais créer une variable d'instance pour savoir l'élément qui est scrollable. Égale scrollable, histoire que si j'en ai besoin plus tard, je puisse le réutiliser. C'est cet élément que je vais devoir rendre scrollable. Donc je le passe ici en paramètre. Lorsque je commence à draguer, je vais connaître la position de notre scroll et je vais la sauvegarder. Donc ici, je vais faire un coup de self.scroll top start. Donc ça sera le scroll stop au début. Et je l'obtiendrai en faisant un self.scrollable, donc c'est l'élément qui est scrollable, .scrollTop. Ça me donne la position du scroll par rapport au haut. Donc je descends lorsque je déplace mon élément, donc c'est lorsque je fais la fonction move, qui se trouve je ne sais plus où. Ici, je vais devoir rajouter à Y l'écart de scroll qu'il y a par rapport au scroll initial. Donc je récupère le scroll actuel en faisant un coup de vis.scrollable.scrollTop. Et à cette valeur-là, je soustrais la position du scroll de départ. vis.scrollTopStart. Si maintenant, je reteste, donc je déplace mon élément, alors ça ne fait rien. Si je reviens, j'aurais dû écouter mon éditeur qui me dit qu'ici j'ai mis un L en trop. Voilà. Donc si je déplace, je vois que maintenant, lorsque je scrolle, mon élément suit bien le scroll. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que si jamais, par exemple, au niveau de mon CSS, je me dis que les cartes, je veux qu'elles aient une hauteur de 400 pixels et avoir un overflow Y en scroll, je vais me retrouver comme ça avec une petite div qui est scrollable. Et si je veux que ce soit cette div-là qui soit scrollable et qui soit utilisée, au niveau de mon JS, il me suffit de lui passer en second paramètre l'élément qui est scrollable. Donc là, en l'occurrence, ce sera 2 fois la même chose. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que lorsque je descends, c'est bien cet élément qui devient scrollable. Voilà, et ça pose du coup pas de problème. Alors, un autre truc qui nous reste à voir, alors je vais défaire ce que j'ai fait. Hop. Et je défais cette partie-là. C'est la partie redimensionnement. Lorsque je redimensionne ma page, je vois que tout garde la valeur, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc je vais revenir au niveau de mon sorteur.js et c'est à cet endroit-là que je faisais tout le calcul. Tous ces calculs-là dépendent en fait de mon navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le séparer dans une fonction pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc je prends tout ça, hop. Je vais aussi avoir besoin du rectangle. Voilà, les items, eux, ne changent pas. Et je vais créer une méthode que je vais appeler setPositions. Cette méthode, je vais aller la créer plus bas. Donc, je fais sortable.prototype.sortPosition. Enfin, rétrospectivement, ce n'était pas forcément idéal comme nom de méthode. Je le ferai un petit refactoring après. Et à l'intérieur, j'y mets mon code. Donc mon code, là en l'occurrence, il n'y a pas trop de problème particulier parce que je fais vis partout, donc ça devrait fonctionner classiquement, sauf que là je vais créer la variable rect à cet endroit-là. Et là on va l'appeler plutôt setPositions. Voilà, et cette méthode-là, on va aller l'utiliser ici. Je l'avais bien appelé setPositions.
Et la variable rect ne sert du coup absolument plus à rien. Donc là, ça ne change rien à mon système, il continue à fonctionner. En revanche, le setPositions, l'avantage, c'est que je peux l'utiliser lorsque l'on redimensionne notre fenêtre. Donc, lorsque l'on redimensionne la fenêtre, ça va être ici un window.addEventListener. L'event, ça va être resize. Donc, lorsque cet événement va être lancé, on va lancer une fonction. Et cette fonction, ce qu'elle fera, c'est qu'elle nous redemandera le calcul des positions et tout le bordel. Donc là, on fera un coup de this. Donc on est embêté parce qu'on est dans le contexte d'une fonction, donc ça sera self.setPositions. Voilà. Si je rebouge un peu ma fenêtre, hop, je vois que mes éléments sont bien déplacés et resizés. Et après, je peux les draguer, ça pose aucun problème. Alors si on voudrait optimiser les choses, je vous conseille de le faire, mais ça sort du cadre de cette vidéo, je vous conseille d'aller sur GraphicArt et de chercher Throttle et Debounce. Ce sont deux méthodes qui permettent en fait d'éviter que ces fonctions soient lancées en permanence. Ces fonctions-là vont être lancées des tonnes de fois. La fonction resize et move va être lancée des tonnes et des tonnes de fois. Or, si on veut il y a un truc à 60 fps, il n'y a pas besoin de le lancer toutes les millisecondes. On peut le lancer toutes les 14 ou 10 millisecondes, ça devrait être largement suffisant. Donc là, vous pourriez utiliser ces fonctions-là pour optimiser encore les performances et éviter d'avoir trop de calculs qui est fait à chaque fois. Notamment au niveau du redimensionnement, on pourrait utiliser la fonction Debounce. Alors pour éviter de se prendre la tête, nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser Lodash qui contient déjà ces fonctions-là. Je vais me rendre sur la partie Download et je vais télécharger la full download. Voilà, je vais la créer dans le dossier JS, je vais appeler lodash.js, on pourrait le charger via npm de la même façon, ça éviterait de charger tout le JS et de ne charger que les fonctions dont on a besoin. Et ensuite, hop, au niveau de mon JS, je vais charger, juste après interact, je vais charger lodash.js. Donc on va appliquer la fonction debounce sur la partie sorter.js. Donc si vous vous rendez sur hop, lodash, que j'ai perdu forcément, non, c'était ici, on va aller sur la documentation, API Documentation, et on va chercher debounce. Donc pour l'utiliser, c'est underscore.debounce, ça prend en paramètre une fonction et le temps d'attente. Donc nous, on a dit que l'on allait l'appliquer sur la partie resize. Donc on fait $.debounce, ça prendra en paramètre une fonction. Donc là, on se mélange pas les pinceaux. Et ensuite, on va préciser un temps d'attente, par exemple 600 millisecondes. Donc si maintenant je me rends sur ma page, hop, et que j'essaie de redimensionner ma fenêtre plein de fois, on voit que ça attend un petit moment. Hop, avant de faire le redimensionnement. Ça évite que l'on ait un redimensionnement en permanence et du coup ça permet d'avoir de meilleures performances. Donc là j'étais un petit peu ambitieux en mettant 600, mais si vous mettez par exemple rien que 200, ça permet déjà d'avoir un redimensionnement, hop, qui se fait qu'au dernier moment. Ça permet d'éviter d'avoir trop de calculs à faire. Et de la même façon, sur la partie move, vous pourriez rajouter un throttle. Donc le throttle c'est un petit peu comme la debounce, sauf que ça permet de l'exécuter qu'un certain nombre de fois. Donc là vous faites throttle. Ouais, voilà, elle est documentée ici. Donc on va la mettre à cet endroit-là. Donc cette fonction self.move, on ne va pas vouloir la lancer tout le temps. Donc on va throttler ce truc-là. On fait $.throttle. On lui passe en paramètre la fonction. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et ensuite, on va dire que l'on throttle ça toutes les 200 millisecondes. Je mets une valeur volontairement bourrine pour que vous compreniez. Et ensuite, on va lui dire que je ne veux pas le truc à la fin. Donc on va mettre trailing à false. Parce que sinon, à la fin, il va attendre 200 millisecondes et exécuter encore une fois la fonction move, alors que nous, on ne le veut pas. Donc si maintenant je me rends sur ma page, hop, je réactualise. Lorsque je drague, vous voyez que ça paraît être... ça rame beaucoup. Parce qu'en fait, il applique la fonction move toutes les 100 millisecondes. Donc nous, si on veut quelque chose qui fonctionne à peu près à 60 fps, on va le lancer toutes les 16 millisecondes. Voilà. Donc maintenant, je réactualise, je vois que ça reste fluide et ça permet d'éviter de faire le calcul de move en permanence parce que c'est quand même quelque chose qui demande pas mal en performance. Voilà, et là, on a notre système de déplacement qui fonctionne correctement. Une dernière chose, si vous êtes sur mobile, le problème c'est que lorsque vous allez arriver vers ici et que vous allez vouloir draguer, ça va poser un problème parce qu'il va se mettre à déplacer les éléments. Alors si jamais vous souhaitez empêcher ça, vous pouvez mettre un manual start à true. C'est ce que je vous disais au début.
Si vous faites ça, par défaut, lorsque vous allez déplacer un élément, plus rien ne va se passer. C'est-à-dire que ça va être à vous de déterminer lorsque l'on autorise ce déplacement. Donc sur Interact.js, on a une méthode, un événement plutôt hold. Donc on va lui dire, lorsque tu maintiens la souris, tu vas lancer une fonction qui prendra en paramètre l'événement. Et lorsque tu maintiens, on va lui dire, si Interact n'est pas en train d'interagir, dans ce cas-là, on va autoriser l'interaction. Donc on va mettre if différent de e.interaction.interacting. Donc c'est expliqué sur la documentation, c'est pas quelque chose que j'invente. Dans ce cas-là, on fera un coup de e.interaction, donc l'interaction en cours, et on va démarrer une interaction de drag, en faisant name de .drag. Et ensuite, on doit lui passer plusieurs paramètres. Donc le second paramètre, c'est l'interactable. Et le troisième paramètre, c'est la cible courante. Voilà, donc c'est un petit morceau de code qu'il faut véritablement copier-coller à chaque fois. Et maintenant, lorsque l'on va maintenir notre souris appuyée, notre élément va pouvoir être déplacé. Si on le survole, il ne se déplace pas. Il faut maintenir avant de déplacer. Ce qui permet de corriger le problème sur mobile. Donc ce que vous pourriez faire ici, c'est lui dire que si jamais on détecte que l'on a le touch qui est actif, dans ce cas-là, on met le manual start à true. Sinon, on le met à false pour éviter que les gens qui ont une souris doivent attendre. De la même façon, on voit qu'on a des problèmes de sélection qui s'opèrent. Donc au niveau de notre CSS, on peut lui dire de ne pas sélectionner les éléments. Donc là, ça va agir seulement sur WebKit pour le moment, mais on met cet attribut-là. WebKit Touch Callout, ça évite que quand on maintienne, ça permette d'appuyer. Et le User Select, ça empêche le select. Vous voyez que maintenant, je ne peux plus sélectionner mes éléments. Et lorsque je maintiens, ça évite les problèmes de sélection qui apparaissaient. Voilà. Et là, on a notre système de redimensionnement, enfin de réorganisation qui fonctionne correctement. Une dernière chose qui nous reste à faire, c'est gérer la partie traitement des informations. On aimerait bien avoir l'ID et la position à côté. Donc là, on ne va pas faire d'Ajax, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va imaginer au drag-end faire quelque chose. Donc là, on ferait self.sendResults. Voilà. Et ce que ça ferait, hop, on va créer cette méthode-là, sortable.sendResults. Hop là, j'ai oublié le prototype, on va pas aller loin. Ça prendra en paramètre une fonction qui prendra aucun paramètre et on est parti. Donc là, c'est très simple, on va créer une variable results qui va être par exemple un objet. Ensuite, on va parcourir chaque items. Donc là, hop, on reprend notre petit bout de code qui était bien utile. Et pour chacun de ces objets-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire results. On va récupérer item.dataset.id et on va lui passer en valeur la position. Donc ça va être item.dataset.position. Après, vous pourriez faire exactement comme vous voulez. Et à la fin, on console.log de results. Et on peut imaginer à cet endroit-là faire de l'Ajax, passer des choses à la fonction sortable. Là, c'est à vous de voir. Si j'inspecte maintenant, je reprends ma console. Et lorsque je déplace, je vois que j'obtiens la position de mes différents éléments. Et si on veut faire les choses encore mieux, on peut imaginer que là, on aurait carrément sur notre objet une méthode qui s'appellerait sortable.success. Et ça prendrait une fonction qui prendra en paramètre les résultats. Et ensuite, on fera un console.log de results. Du coup, notre partie send results, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle ferait directement, elle ferait son petit calcul, et après, elle appellerait cette fonction-là qui a été créée, qui serait vis.success. Donc, on ferait vis.success, et on lui enverrait les résultats. Donc, au final, ça reviendra absolument au même. Sauf que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser notre réorganisation et après, c'est là le script que l'on va écrire qui va gérer l'Ajax ou quoi que ce soit. On pourrait faire les choses encore mieux en utilisant des promesses, par exemple, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Après, libre à vous un petit peu d'adapter cette librairie. Le but, c'est de vous donner une base et de vous montrer la logique qu'il y a derrière pour que vous puissiez vous-même construire votre propre système. Enfin, un dernier petit problème que vous pourriez rencontrer, c'est cette partie-là. Lorsque vous actualisez la page, vu qu'on a les positions absolues et les transforms qui s'effectuent, on a un problème d'animation. Vous voyez que l'animation se
se déroule, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc ce que vous pourriez faire, c'est lorsque vous déplacez les éléments, donc c'est à cet endroit-là, alors c'est lorsque vous faites un set positions, c'est vous dire que vous placez sur tous vos éléments, dans le style, un transition duration à 0, histoire de lui dire, ben, je ne veux pas d'animation au niveau de mes éléments. Donc si je déplace maintenant, si j'actualise, je vois que ça fonctionne correctement. Le problème de ce truc-là, c'est qu'on n'a plus du tout d'animation. Donc ce que l'on ferait, c'est que l'on lui dirait au bout d'un certain moment, donc on ferait un coup de window.set timeout, on lancerait ensuite une fonction, et cette fonction, elle déferait cette transition duration. Donc pour cela, on prendrait chacun de nos objets, donc on refait un coup de for, hein. À force, vous commencez à avoir l'habitude. Et pour chacun de ces éléments-là, hop là, j'arrive pas à toucher la touche Tab, ben on ferait un coup de item.style.transition-duration et on repasserait cette valeur-là à nul pour que ce soit le CSS qui reprenne le pas par-dessus. Voilà, hop, je sais pas parce qu'il me glande avec l'indentation. Mais c'est pas grave, hop. Bon, on va imaginer que ça lui convienne comme ça. Et ici, on va mettre un virgule 100 millisecondes. Parce qu'on veut attendre un petit moment avant qu'il réactive les animations. En revanche, on voit que c'est souligné ici en jaune parce que le vis fera référence au contexte du timeout, ce qui n'est pas bon du tout. Donc on va refaire la méthode de tout à l'heure en faisant un coup de var self égale vis. Et ensuite, ici, on peut mettre self et self. Voilà. Donc maintenant, je réactualise ma page. Et maintenant, si je déplace mon élément, je vois que l'animation se déroule correctement, sans que j'ai pour autant initialement l'effet d'animation. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ce que je vous avais dit au tout début, pour pouvoir avoir un box shadow correct. Hop. Voilà, on va rajouter le padding pour que vous voyez que ça fonctionne correctement dans ce cas-là. Donc au niveau de mes cartes, je vais laisser les marges à 0, je vais mettre un box shadow à none. J'ai dit que j'allais mettre un padding de 10 pixels. Et ensuite, border de point none. Et on avait dit background transparente, mais ça on s'en fout parce qu'il est déjà blanc. Et par contre, sur le contenu, donc ça sera .ui, .cards, .card, .content. Ben là, je vais mettre le box shadow comme je l'avais à l'origine. Et ensuite, c'est tout. Je crois pas qu'il y ait de bordure. Hop. Voilà, donc il n'y a pas besoin de bordure. Et maintenant, si je déplace, hop, je vois que ça fonctionne correctement. Donc pour ceux que ça intéresse, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce code sur GitHub. Pour l'instant, c'est un code que j'ai écrit au fur et à mesure de cette vidéo-là, donc j'ai pas forcément encore bien testé le code, j'ai pas forcément détecté tous les bugs possibles et inimaginables. Donc ce que je vais faire, c'est que je le mettrai sur GitHub. Si jamais vous trouvez des problèmes, n'hésitez pas à essayer de les résoudre vous-même et vous pouvez les publier sur GitHub. De la même manière, si jamais vous cherchez à avoir un script un petit peu plus testé, n'hésitez pas à voir l'évolution de ce script-là sur GitHub pour voir comment il évolue. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre comment on peut mettre en place un système de drag and drop simplement en utilisant notamment la librairie Interact.js et comment on peut utiliser les transitions CSS pour gérer les effets d'animation. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!